Alors que nous pensions cette franchise complètement morte, Les 4 Fantastiques revient pour tenter de redorer son blason. Encore une fois. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et on se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau film américain du nom des 4 Fantastiques. Premier pas, réalisé par un certain Matt Shakman, qui, pour la faire courte, est un genre de réalisateur de série, vu qu'il n'a qu'un seul long métrage de son actif, Helltown. Cependant, histoire de se remotiver un petit peu, il est connu pour avoir bossé dans une sacrée quantité de séries qualitatives. Reste à voir si ce mec est ce qu'on appelle un réel de seconde équipe ou non dans ce nouveau 4 Fantastiques, qui s'avérait en fait le 37e film issu du MCU, mais surtout le premier de la phase 6. Wow! Et si vous suivez ma chaîne attentivement, vous avez sûrement déjà vu ma dernière vidéo qui contextualise le triste cas des 4 Fantastiques que Marvel n'arrive pas réellement à renouveler sur le long terme. Entre une version de 94 que je n'ai pas vue, les versions nostalgiquement kitsch de 2005 à 2007, ainsi que le triste navet de 2015, qui est d'ailleurs le sujet central de ma vidéo. Say that again? D'ailleurs c'est marrant parce qu'en fait on renouvelle la franchise tous les 10 ans. 2005, 2015, puis maintenant 2025. Évidemment, c'est fait exprès. Ils doivent renouveler leur franchise tous les 5 ans pour ne pas perdre leur droit d'auteur. Et c'est justement comme ça que Sony est parvenu à conserver la licence Spider-Man. Mais vu que la Fox a fini par être rachetée par Disney, eh bien c'était plus vraiment obligatoire de renouveler les franchises tous les 5-7 ans. Bref, je vous mets le lien de cette vidéo en notation pour ne pas la louper. Mais en dehors de ça, vous savez ce qui m'a le plus surpris récemment? C'est de découvrir que des dizaines de sites possèdent mes infos personnelles. Alors que je ne leur ai jamais rien donné. Oui, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu vas faire en fait? Nom, adresse, mail, numéro, même des infos pro ou perso particulièrement sensibles. Et tout ça est revendu ou devenu accessible en ligne sur ce qu'on appelle les data brokers. Et attends, c'est pas le pire. Même si tu veux les faire supprimer, il faut envoyer des centaines de demandes à la main et recommencer chaque année. J'ai découvert tout ça en collaborant avec Inconi, qui a gentiment accepté de sponsoriser cette vidéo. Pour la faire courte, Inconi fait tout à ta place. Il contacte plus de 230 courtiers de données, demande la suppression de tes infos et insiste jusqu'à ce que ce soit fait. Et si tes données réapparaissent, évidemment, il les retire à nouveau. En plus, avec leur option Custom Removals, tu peux même leur signaler toi-même des sites où tes données sont visibles et ils s'en occupent aussi. C'est simple, rapide, sécurisé et surtout, tu récupères un peu de contrôle sur ta vie privée. Perso, je l'utilise maintenant pour éviter que mes infos ne circulent pas n'importe où. Et ça m'aurait bien arrangé de découvrir ça un peu plus tôt. Si tu passes par mon lien en description, utilise mon code PLOTTIME et profite de 60% de réduction sur ton abonnement annuel. N'oubliez pas qu'Inconi, c'est 30 jours satisfaits ou remboursés, alors autant essayer. Pour revenir sur ma dernière vidéo que je vous ai vivement recommandée, si je devais grossièrement résumer la conclusion, je dirais simplement que nous vivons une époque qui cherche à s'éloigner de la volonté d'assombrir les comics au cinéma. Souvenez-vous du premier film, les X-Men, qui en était un parfait exemple. Des héros vêtus de cuir noir. Pour rebondir sur la légendaire hype à la Matrix, pendant le développement du DCEU et du MCU, il y avait une distinction très forte entre ces deux univers. DC proposait quelque chose de beaucoup plus sérieux et sinistre, tandis que Marvel posait un univers certes sérieux, mais avec plus de couleurs et de légèreté. Raison pour laquelle je trouvais que le fait de créer une nouvelle version des 4 Fantastiques plus proche des comics, et ce dans un univers rétro-futuriste, donc en gros univers qui fantasme le futur dans les années 60, était une très bonne idée. Mais visiblement, le développement de cette nouvelle version fut plutôt laborieuse. Entre différents changements de réalisateurs, de scénaristes, de reshoots de dernière minute, jusqu'à aller carrément réduire la durée du film. Vous vous souvenez de ça? Ce qu'avait déjà vécu la version 2015, mais bon, en bien plus hardcore. On est en droit de se demander à quoi peut bien ressembler le résultat. Eh bien, nous allons voir ça ensemble. Dans un univers rétro-futuriste des années 60, les 4 Fantastiques sont cette fois-ci confrontés à Galactus, une entité cosmique menaçant la Terre. Déjà formés, les 4 coéquipiers font face à leur plus grand défi, où ils devront faire des choix pour le moins compliqués, c'est-à-dire protéger le monde tout en conservant leur intégrité. Eh bien franchement, il y avait pas mal de monde dans ma séance. Pour une première séance en VO dans mon cinéma, c'était quand même assez copieux, alors qu'on n'était même pas dans une avant-première où tout le monde avait réservé à l'avance. Donc voilà, si ce film pouvait éventuellement faire un petit peu plus d'ombre à Superman, voilà, c'est toujours ça de prix. Et vous allez comprendre dans cette vidéo l'importance de cette comparaison. Le film se lance et j'aperçois une introduction
Bah génial quoi. Enfin, l'introduction est géniale. C'est pétillant, dynamique, coloré et parfaitement rythmé. Jusqu'ici, tout allait pour le mieux. On comprend dès les premières secondes que l'univers est complètement différent du nôtre. Ce qui nous emmène au premier point fort. Même si l'histoire fait partie du MCU, les Avengers, eux, ne sont en revanche pas dans cet univers. Ce qui fait que la Terre telle qu'elle est présentée dans ce film est totalement dépendante des 4 Fantastiques. Et putain de merde, mais c'est tellement agréable, car ça nous colle une pression comme je n'avais pas ressenti depuis tellement longtemps dans un film de super-héros. Ici, il n'y a aucun doute, si les 4 Fantastiques meurent, la Terre meurt. Donc c'est un simple détail qui rend ces super-héros uniques. Ce qui fait que lorsqu'on se retrouve à Galactus, on a la trouille. Enfin un méchant qui fait peur. Il y a 2 semaines, on a eu le Lex Luthor de Superman de 2025. On passe de ça à putain de Galactus. Voilà. Mais vraiment, là on a un méchant qui t'explique que tu vas crever d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas d'alternative. Il fait bien comprendre aux héros qu'ils n'ont aucune chance. Et vu que cette fois-ci la Terre est réellement dépendante de ces 4 super-héros, du coup on ressent le poids de l'enjeu sur leurs épaules. Enfin. Et c'est pour ça que depuis toutes ces années, on a eu ce qu'on appelle la super-héros fatigue. On ne ressentait plus rien du fait qu'on mélangeait plein de super-héros dans un seul univers. Ce que j'ai reproché au dernier Superman. Là, on a un univers, alors certes, ancré dans le MCU, mais indépendant, malgré tout. Et vraiment, je vous décris le ressenti que j'ai eu lorsqu'on comprend la menace, ça devient terrifiant tout le long. Et ça ridiculise complètement les films précédents. Parce que là, on nous montre bien que les protagonistes sont complètement désemparés par la situation et ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire. C'est génial! Dans ce nouveau film, nous avons un côté bonbon des comics 100% assumé. Alors je pourrais parler du style graphique, les décors, mais je pourrais aussi parler de ne serait-ce que les détails dans le comportement des personnages. On peut penser aussi aux super-pouvoirs. Les super-pouvoirs qui s'adaptent bizarrement aux vêtements. La torche humaine qui n'enflamme pas ses vêtements lorsqu'il s'envole. Ou encore le costume de l'homme élastique qui s'adapte à ses mouvements. Le film te fait bien comprendre que tout ce genre de questions, on s'en fout. Enfin, on voit bien que dans la version 2015, ils essayaient de justifier ça. Là, le film te dit, on s'en fout. Enfin, il y a forcément une explication quelconque, mais ce n'est pas important. Et donc, ça contribue à ce côté très cartoon. Donc ça, pour moi, c'est un vrai film qui assume son côté BD. Et la seule petite chose qui fera absolument toute la différence entre les dernières productions de Marvel et surtout le dernier Superman, c'est le niveau de sérieux. Les 4 Fantastiques a beau adopter un visuel joyeux et positif, le ton n'en reste pas moins très sérieux. Merci, mais j'en avais tellement besoin. À aucun moment, on désamorce une scène dramatique par un bruit de paix ou une blague déplacée, comme le fait sans arrêt James Gunn. Vraiment, c'est une génération bizarre, on nous sort des films avec des héros qui ont peur d'assumer d'être ce qu'ils sont. Alors qu'ici, j'ai vu un film des 4 Fantastiques avec de vrais super-héros, mais genre des vrais de vrais qui se font respecter, et ça fait tellement plaisir. Et vraiment, après tout ce qu'on nous a servi ces dernières années, avec encore tout récemment Thunderbolts, qui pour une raison qui m'échappe a été adulé par les fans, alors que lui aussi, toutes les 5 minutes, désamorce les scènes dramatiques par des vannes pas drôles. Là, on se retrouve avec ça, un film Marvel qui ne fait pas des vannes toutes les 2 minutes, alors que l'univers cartoon s'y prêtait pourtant, et ça m'a fait du bien. Et curieusement, c'est un truc qu'on ne voit pas assez. Du goofy, cartoon, coloré, mais avec un ton sérieux. Mais waouh! Tu vois, James Gunn, on peut le faire, c'est possible. Et ça rend bien, voilà. Surtout avec Superman. Mais ça aurait trop bien marché avec Superman. Étrangement, j'ai trouvé l'atmosphère de cette nouvelle version des 4 Fantastiques bien plus proche de ce que James Gunn a voulu reproduire avec Superman. Autre bon point, oui, ce n'est pas fini, les scénaristes partent du constat qu'on connaît déjà tous implicitement les héros. Et lors des 20 premières minutes, je pense que c'est fait exprès, mais j'ai eu l'impression de voir une sorte de continuité de tout ce qui a déjà été construit durant les 2 premiers films de 2005. Il y a une forme bienveillante qui ne cherche pas à détruire ce qui a déjà été développé par le passé, d'où l'intérêt de prendre des acteurs un peu plus vieillissants pour le couple fantastique, afin de marquer le fait qu'ils sont désormais
par an, donc ce n'est plus la même version qu'avant, c'est juste une continuité. On comprend d'entrée le lien plus qu'amical, un lien clairement familial qu'il y a entre ces 4 protagonistes, parce que oui, c'est un film qui promue clairement la famille avec bienveillance, en nous apprenant les valeurs du sacrifice, du courage, mais surtout les valeurs de l'union, qu'elles soient amoureuses, familiales, amicales ou même en rapport avec le monde, puisque le côté famille n'est finalement qu'un reflet de ce que cherchent les 4 fantastiques à protéger sur Terre. Et c'est ainsi que tu comprends ce qui les motive vraiment à se battre. Et concernant ce fameux couple, on a Vanessa Kirby en sous-stand, donc je vais pas tourner autour du pot, elle est trop belle, voilà, c'est l'une des plus belles femmes que j'ai pu voir, enfin, en tout cas, dans The Crown, je sais pas si vous avez vu, elle est vraiment trop belle. C'est un jouet, enfin vraiment, on dirait un petit bijou. Et j'ai trouvé extrêmement bien choisi pour ce rôle. Voilà, elle était pile poil dans l'âge par rapport aux propos du film, et pile poil dans le ton que les créateurs cherchaient à reproduire avec ce personnage. De plus, chose que j'apprécie, c'est que le réal a trouvé des moments dramatiques qui permettaient vraiment de mettre en valeur son jeu d'actrice, et ce, sans en faire trop, voilà. Et le tout aux côtés de Pedro Pascal, qui, par défaut est très bon. Certes, c'est fatigant de le voir partout dans trop de rôles iconiques, mais dire qu'il est mauvais serait simplement mentir. La relation parentale entre ces 2 protagonistes a été construite de façon intelligente, car elle caricature finalement le papa qui est trop pragmatique et la maman trop dans l'émotion. Autre chose, encore une fois, que j'ai apprécié, c'est qu'il n'y a pas de clash débile entre les personnages, parce qu'encore une fois, on revient sur un ton plus sérieux. Des clashs, comme vous pouvez le voir, tout le temps dans la version 2005 entre Ben et Johnny. C'est toujours présent, mais au moins ce n'est pas répétitif. Au bout d'un moment, tu te dis, on a compris les gars, on sait qu'ils s'aiment pas, enfin en tout cas qu'ils s'envoient des fions. Ok, on a compris, là ça va, le film passe à la vitesse supérieure. En fait c'est simple, il y a un très bon équilibre. Tous les personnages ont une fonction qui fait avancer l'histoire. Et d'ailleurs, j'ai adoré Ben, voilà. Ben, je l'ai adoré. Il est trop mignon. Ils ont préféré mettre de côté l'aspect personnage discriminé, moqué, pour en faire un genre de nounours. Un nounours attachant, une sorte de star au grand cœur. Nous avons également la surfeuse d'argent. Alors attention, ça c'est une chose qui avait fait polémique. Et d'ailleurs, je n'ai jamais compris cette polémique à l'époque, parce que, vous savez, c'était la période où je me disais, ah d'accord, donc les gens se réveillent. Enfin, c'était le moment où les gens commençaient à se réveiller, où le mouvement anti-woke commençait à prendre de l'ampleur. Un niveau assez démesuré à mes yeux, parce que je ne me reconnaissais plus dans certaines choses, dont ça. Alors après on m'a expliqué, parce que je connais pas assez les BD, mais on m'a expliqué que ça n'a aucun sens de prendre la surfeuse. C'est comme si on prenait, je sais pas. Pour moi, un très bon exemple, c'est le cas de John Constantine qui a été remplacé par Johanna Constantine dans la série Sandman. Alors, je prends ça comme exemple parce que j'en parle en détail demain, mais même là, je trouve que la comparaison ne marche pas tant que ça, parce que le personnage de John Constantine est bien plus iconique que le surfeur d'argent. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Je n'ai pas eu l'impression qu'ils ont fait ça pour le quota, ou pas, hein. Je suis peut-être naïf. Je pense qu'ils ont fait ça pour ne pas reproduire la même chose que le film de 2007 qui a déjà été fait. Pour éviter de faire un remake pur et dur, parce que concrètement, ce film, c'est presque un remake du surfeur d'argent. Et pour éviter que ça y ressemble trop, je pense qu'ils ont préféré remplacer le personnage masculin par un personnage féminin. Bon, je sais pas quoi en penser, voilà. Pour moi, je sais pas, parce que ça avait vraiment fait une polémique, hein. Les gens ont gueulé, et moi je me suis dit, ah tiens, c'est bizarre, les gens se réveillent juste pour ça, alors qu'on a quand même eu un Wesker noir et tout le monde s'en foutait. D'autant plus que les changements de couleur et de sexe des personnages dans les BD, mais ça en dégueule, vraiment ça en dégueule depuis toujours, mais pas seulement depuis 2017 post-EDG, j'en passe. Juste par exemple, Suicide Squad, on a le personnage du rat, alors j'ai oublié le nom, mais il me semble que dans la BD, c'est un mec normalement. Et c'est l'un des personnages principaux de ce film, et je sais pas, j'ai vu personne gueuler, personne. Donc c'est très bizarre, c'est très bizarre. Et avec ça, le fait d'en faire un personnage féminin, ça sort pas non plus nulle part dans ce film, parce qu'on a Johnny qui est attiré par elle, parce que lui voilà, Johnny qui est un dragueur normalement, ils se servent de ça pour créer un genre de lien entre lui et la surfeuse d'argent. C'est une bonne idée, je trouve, puisque ça va encore créer une fonction qui fait avancer le scénario. Enfin bref, tout ce qui a été choisi dans le film fait avancer l'histoire. Donc pour moi, ce n'est pas un problème. Mais après, encore une fois, je suis peut-être naïf. Malheureusement, cette nouvelle version des 4 Fantastiques manque d'un certain piquant, voilà. Ça manque de piment, d'une petite chose, une petite étincelle qui fait toute la différence. Et à ça s'ajoute un gros ventre mou entre chaque grosse scène d'action, pourtant réussie. Je sais pas, je suis très curieux de voir à quoi pourrait ressembler une version Director's Cut. Parce que ça manque de piquant, certains personnages ont peut-être
pas assez de faiblesse, ou trop même, je sais pas, par rapport à la menace qui est démesurée. Et pour entrer un peu plus dans les détails, je pense qu'il faut spoiler, donc hop, je colle le petit timer en bas de l'écran, ça fait longtemps que je l'ai pas réutilisé, mais là il le faut. Alors déjà, on va parler un petit peu de la fin, donc en gros les héros ont pour projet de déplacer la Terre dans un autre univers, en tout cas un autre système solaire pour pas, comment dire, pour fuir Galactus, avec une marge de 2% d'erreur, donc quelque chose de semblable à leur monde. Et on s'est tous imaginé qu'ils allaient popper dans l'univers des Avengers. Mais non, c'était une façon de nous entourlouper et ça servira juste à déplacer au contraire Galactus dans un autre univers, probablement celui des Avengers. Alors à moins qu'on m'explique que je n'ai pas compris, ils ont déjà été téléportés dans l'univers des Avengers, puisqu'on voit ce fameux lien à la fin de Thunderbolts, mais quoi qu'il en soit, ce nouveau 4 Fantastique va introduire à la fin, en scène post-générique, le fameux Docteur Fatali. Chose qu'on savait de toute façon déjà, puisque je crois que c'est le titre des prochains films Avengers, genre Doom, enfin quelque chose comme ça, donc Docteur Doom. Malheureusement, dans tout le film, il s'est passé quelque chose que j'imaginais, c'est le cas de Sue qui est trop pété. Alors, ce n'est pas la première fois que je fais le constat, mais normalement à la base, dans les premiers comics, si je me trompe pas en tout cas, le personnage de Sue Storm, donc la femme invisible, avait juste pour pouvoir de se rendre invisible. Voilà. Donc concrètement, c'était un petit peu le pouvoir le plus nul parce que c'était une femme, voilà, on va pas se mentir, on va pas tourner autour du pot, on sait très bien que le fait que ce soit une femme fait qu'elle s'est tapée le pouvoir le plus nul. Et pour faire avancer l'histoire au fur et à mesure des créations des BD, enfin en tout cas pour faire avancer l'univers, pour continuer de faire vendre les BD, ils ont été obligés de faire évoluer un peu le personnage de Sue Storm en, comment dire, en lui créant un nouveau pouvoir qui est celui des champs de force. Et du coup, tu te dis, merde, alors ok, c'est intéressant, mais du coup, ça déséquilibre plus ou moins le personnage de Sue Storm par rapport aux autres Fantastiques. Puisque là, cette fois-ci, elle n'a pas un seul pouvoir, mais bien deux. C'est la seule à avoir 2 pouvoirs parmi l'équipe. Quoique je dis ça, mais en réalité, la Torche Humaine a le pouvoir et de voler et d'enflammer les choses. Mais Sue Storm, c'est vraiment pété. Elle est vraiment pétée parce que ce pouvoir de champ de force lui permet de faire un petit peu tout et n'importe quoi. Et dans ce film, c'est trop. La scène de fin où elle parvient à repousser le colosse, donc Galactus, et ce, toute seule en fait, enfin vraiment elle fait le taf seule. J'ai ressenti un fort déséquilibre dans cette scène, et sachez que parmi les filles que j'ai cru entendre dire, apparemment le film était féministe, c'est un truc comme ça, donc on a Sue Storm qui devient la leader du groupe, et elle s'unit avec la Surfeuse d'Argent pour combattre Galactus. Et oui et non, alors c'est plus ou moins ça, mais en gros on a la Surfeuse d'Argent qui nous fait une rose de Star Wars 8, donc qui empêche la Torche Humaine de se sacrifier pour finalement se tuer à la place. Ah non, même pas. Non, j'avais oublié à quel point Star Wars 8 était pourri. Dans Star Wars 8, on a Rose qui écrase Finn. Vraiment, elle fonce sur lui, elle manque de le tuer pour l'empêcher de se sacrifier et elle le meurt même pas. C'était vraiment... Putain, mais c'est tellement nul. Star Wars 8 était vraiment pété, mais vraiment. Enfin, j'en suis jamais rendu compte sur le moment, mais... Bref, là, au moins, on a la surfeuse qui se sacrifie pour de vrai. Voilà, elle disparaît avec Galactus. Mais oui, en tout cas, de ce que j'ai cru entendre dire, le film a été apparemment pensé pour être très féministe, à un niveau exacerbant. Et je pense que le fait d'avoir réduit la durée du film un tout petit peu, voilà, et d'avoir re-shooté quelques scènes, je pense que c'était pour limiter la casse, pour éviter la polémique. Parce que dans ce film, le personnage de la femme invisible n'est clairement pas la leaduse. Enfin, chacun est son propre leader. Chacun est leader de sa fonction et j'ai trouvé ça finalement plutôt positif. D'autant qu'on se retrouve finalement avec la moins cruche des femmes invisibles. Et c'est franchement pour le mieux parce que la version de Jessica Alba me faisait un petit peu cringer. Même si elle était très jolie. Mais quand même, on ressent parfois quelques résidus de ce fameux féminisme qui a été limité, voilà, au montage, avec cette scène où on a Sue Storm qui est complètement pété. Et là on va me dire que oui, mais c'était sous l'effet de la colère, ça. Je comprends, voilà, je comprends, mais je trouve que le déséquilibre est quand même beaucoup trop fort par rapport au reste. La scène où t'as l'homme élastique qui manque de se faire arracher, vraiment tu dis, il y a un problème, enfin, ils ne sont pas faits pour affronter ce truc-là, ils sont beaucoup trop faibles. Pareil, t'as la Torche Humaine qui balance des petits coups de feu sur le colosse, tu sais bien qu'il sent rien. T'as la Chose qui ne peut rien faire. Voilà, j'ai quasiment oublié ce que fait la Chose dans cette scène de combat, tellement que le monstre est démesuré à côté d'eux, et on a juste Sue Storm qui parvient à le maîtriser, toute seule. Donc pour moi, il y a un problème. C'est le seul moment du film où je me suis dit que l'esprit d'équipe ne fonctionne pas à 100%. Mais à part ça, autre chose que j'ai quand même apprécié, c'est, comment dire, le fait que les gens s'énervent. Oh, putain, je suis désolé, j'improvise.
Voilà, le bus qui passe à côté. Le fait que les gens, le monde s'énerve lorsqu'ils voient que les 4 Fantastiques refusent de sacrifier leur propre enfant pour sauver le monde. J'ai trouvé ça hyper bien fait. On a finalement ce bébé qui symbolise le monde. Les 4 Fantastiques sont des super-héros, ils ne veulent pas troquer leur enfant pour ça. Et surtout que ils n'ont aucune garantie. Bon, ce n'est à aucun moment abordé dans le film, mais ils n'ont pas la garantie que Galactus allait tenir parole, voilà. Pour moi, c'est juste, donner le bébé, c'est juste une façon de retarder l'échéance. Donc à leur place, j'aurais fait exactement la même chose, mais surtout, c'est une façon de dire que ce sont des super-héros, ils ne sont pas là pour sacrifier des gens, ils ne veulent pas faire partie de ce concept de sacrifier une partie de la population pour en sauver des milliers d'autres à côté. Pour eux, c'est un combat qu'ils doivent faire ensemble. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir sauvé le monde des tas de fois, eh bien ce fameux monde se retourne quand même contre eux pour avoir refusé de sacrifier leur enfant. Alors que finalement, les 4 Fantastiques ne leur doivent absolument rien. C'est au contraire une chance qu'ils existent. Donc voilà, j'ai trouvé cette thématique vachement intéressante. Je sais pas ce que vous en pensez. Je mets fin à la partie spoilers. Sur la première moitié du film, j'ai trouvé le rythme quasiment parfait, on ne s'emmerde jamais. C'est presque de la dopamine en barre. Ça ne va ni trop vite, ni trop lentement. Mais c'est malheureusement après ça qu'on enchaîne les fameux ventres mous dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ralentit la course. Finalement, ce film propose beaucoup moins d'action que ce que j'imaginais. Et surtout, chose qui m'a un petit peu déçu, c'est que certains pouvoirs m'ont semblé peu utilisés. Et comme je l'ai déjà expliqué en spoiler, souvent useless par rapport à la menace démesurée du film. Mais après, il faut le dire, Galactus est selon moi la réussite du film, bien qu'il aurait mérité un peu plus de développement. Mais en tout cas, le fait de le filmer du point de vue humain le rend d'autant plus effrayant. Et le tout dans cette ville rétro-futuriste bleutée fantasmée par les années 60, le film est beau, voilà. Visuellement, disons-le, le film est très beau, que ce soit les décors ou même les costumes. Ça accompagne ce côté bonbon visuel, ce côté doux et rond. La musique, quant à elle, est permanente. Alors habituellement, ça m'énerve, j'ai horreur de ça. Là, ça colle bien, voilà, ça colle parfaitement avec le rythme héroïque qu'ils ont essayé de retranscrire ici. Ça manque juste de quelques thèmes marquants, et d'ailleurs le fameux thème Fantastic Four, on l'entend quasiment pas. Pour moi, ils auraient dû presque en abuser, je sais pas. La musique est vraiment timide ces dernières années dans les films de super-héros. C'était donc la nouvelle version des 4 Fantastiques, c'était exactement ce que j'attendais du nouveau film Superman, comme vous l'avez compris. Mais vraiment exactement le même type d'ambiance, d'atmosphère, de ton. J'ai donc été globalement agréablement surpris par ces nouvelles versions, tellement que je m'attendais à bien pire, mais genre tellement pire. Eh bien, ça reste pas ouf. C'est un Marvel honorable, plus que correct par rapport à la bousasse qu'on nous a servi ces dernières années, sans que ce soit terrible pour autant. Encore une fois, je vous le dis, il manque un petit quelque chose, il manque une étincelle. Et c'est pourquoi j'ai vraiment aucune idée de ce que ce film pourra donner au box-office. Puisque de ce que je vois pour l'instant, l'accueil est assez mitigé, de la même façon que Superman, et il n'a pas, le même aura médiatique et marketing que ce dernier. En tout cas, j'ai lu quelques critiques sur la toile, j'ai lu évidemment les gens qui n'aiment pas le film pour essayer de comprendre, et je me suis senti complètement en désaccord en lisant certains, à tel point que j'ai eu l'impression de lire mon avis sur le dernier Superman. Vraiment, ça m'a fait ça, chaque point qui était relevé, je me suis dit, mais c'est Superman ça? Mais vraiment? Point négatif que je n'ai pourtant pas retrouvé dans ce nouveau 4 Fantastiques, qui, pour moi, est un très bon divertissement, rafraîchissant, qu'on est content de voir, même si on n'en parlera pas non plus des heures en sortant de la salle. Mais quand même, juste pour remercier la qualité qui était pas non plus trop dégueulasse, je suis resté pour une fois jusqu'à la fin du générique. Bon, ça vaut pas le coup. Vraiment, il n'y a pas grand chose à part des éléments qu'on nous a déjà, teasé il y a bien longtemps. Donc, ne perdez pas votre temps avec la fameuse scène post-générique. Mais ça, évidemment, c'était juste mon avis. Je sais que ce film va diviser. Il y a beaucoup de films qui divisent en ce moment. Entre 28 ans plus tard, Superman et maintenant celui-là. Je pense que je pourrais également mettre le dernier Jurassic World dans la liste avec ça. Bref, les commentaires sont à votre disposition. N'oubliez pas de passer par mon lien en description en utilisant mon code PLOTTIME et profitez de 60% de réduction sur votre abonnement annuel. Inconnu, c'est 30 jours satisfaits ou remboursés, alors autant essayer. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, on se laisse ici, je vous dis ciao et à la prochaine.